Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode, l'auteure et traductrice Fanny Britt nous présente son deuxième roman intitulé « Faire les sucres », publié au Cheval Doux. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2020 au marché public du Plateau, à quelques pas de la bibliothèque Donalda Charon de Gatineau. Adam était responsable de la pâte. Marie préparait la garniture, Nathalie la finition et Lynn se tapait la vaisselle parce que, selon les dires de ses sœurs, elle aurait même réussi à rater un œuf brouillé tellement elle était nulle en cuisine. « On laisse pas souvent entrer des hommes ici », a sifflé Nathalie en levant les yeux du livre de recettes posé sur le comptoir, ses lunettes de pharmacie au bout du nez. Son regard, aussi bleu que celui de son frère et de son père, était à la fois sévère et bienveillant, un mélange d'attitude qui plaisait à Adam et qu'il cherchait à provoquer. Les sœurs Sweet l'avaient autorisé à participer à leur journée de fabrication des tartes de Noël, soupçonnait-il, parce qu'elles pourraient les offrir à leur parenté en annonçant qu'elles avaient été cuisinées avec l'animateur d'À la table d'Adam, que tous connaissaient, du moins les retraités, car les autres avaient pour la plupart un travail qui limitait leur temps de télévision. Ça, c'est Marie qui l'avait souligné, comme pour s'excuser de ne pas connaître l'émission d'Adam. Pour s'excuser, mais aussi pour le taquiner. Il y avait de l'amusement dans sa remarque et une fascination découragée devant la frivolité apparente des occupations d'Adam. « La vie est dure, hein, mon Adam? » qu'elle lui ripostait quand il avait le malheur de se plaindre des boutons que lui donnait le fond de teint en tournage ou de la platitude des cocktails dînatoires auxquels il avait assisté avec les hauts placés de la station. La bienveillance, la sévérité, quelle joie elle faisait naître en lui. « Qui roulait la pâte avant moi? » a demandé Adam en s'attaquant à sa 16e abaisse. La cuisine de Nathalie, l'aînée des Sweet, était spacieuse. Son mari, entrepreneur en construction, ne cessant d'y faire des agrandissements et des mises à niveau, comme il les appelait. Cela expliquait la forme inhabituelle de la pièce, en croix légèrement inégale, et les matériaux qui différaient d'un endroit à l'autre. Ici, un comptoir en granit, là, un îlot de bois. Le plancher près de l'évier était en céramique, celui du coin déjeuner en bois franc. Adam pourrait trouver le frigo dans l'aile ouest de la cuisine et le garde-manger dans l'aile sud, avait indiqué Lynn à Adam, ironique, en l'introduisant dans le palace. Adam considérait que la cuisine de Nathalie était de taille plutôt normale, mais s'était retenu de le dire, sachant qu'elle le prendrait pour ce que c'était, un aveu de richesse. Si elles aimaient s'amuser aux dépens d'Adam, les sœurs de Sylvain n'appréciaient pas qu'on porte un jugement négatif sur leur famille. Et Adam se gardait de critiquer quoi que ce soit, du moins volontairement. Il se sentait bien dans cette cuisine rabibochée parmi les odeurs de pacane rôtie et de caramel à l'érable et s'il avait pu faire très exactement ce qu'il désirait, il y serait resté pour toujours. Il aurait rapetissé sous l'effet d'un sort jusqu'à atteindre la taille d'une salière ou d'un pot d'épices et il vivrait là, tranquille. « C'est moi qui faisais les deux, » a répondu Nathalie, « le rouleau et la finition. » Puis, pour le reste de l'année, elle nous répétait qu'elle était la seule à avoir 2 jobs le jour des tartes, a ajouté Lynn. Marie a hoché la tête. Juste pour pas entendre ça, je suis contente que tu sois là, Adam. Mais fais-nous pas honte, là. Ta pâte est trop mince. Adam sourit, comme il était bon de ne pas penser. Quand on était jeunes, c'est maman qui cuisinait tout, sans l'aide de personne, a fait remarquer Lynn. Les 3 sœurs sont restées un moment sans parler, en continuant à s'activer dans la cuisine. Puis, Nathalie a fait le décompte. 12 de tartes, plus les pâtes à viande, les pâtes au poulet, le ragoût de pâtes, les autocolles, sucre à crème, les gâteaux aux fruits, 4 chaque année, 2 au rhum, 2 au sirop. Elle commençait début novembre pour y arriver. Le congélateur débordait tellement qu'on devait entreposer des affaires chez le voisin. Vous vous en souvenez? Marie a émis un sifflement de dépit et a dit « Crise de guindon à merde ». Il réussissait toujours à se têter 2-3 pâtés en échange de ses services, comme si on ne le laissait pas déjà stationner son tracteur sur notre terrain. « Ça a toujours été des profiteurs, les guindons », a opiné Lynn, et personne ne l'a contredite. À part la couleur de leurs yeux, les 3 sœurs étaient différentes, du moins en apparence. Nathalie était grande et forte. Ses longs cheveux aux mèches blondes et rousses retombaient sur sa poitrine généreuse, s'emmêlant dans ses colliers à grosses billes multicolores. Elle disait que ses élèves, elle enseignait en première année depuis 32 ans, aimaient sa collection de bijoux colorés car ils donnaient l'impression qu'elle avait été dessinée dans un livre et qu'elle était sortie de la page pour leur faire l'école. Marie portait ses cheveux poivre et sel coupés ras, sans les teindre. Ses bras décharnés trahissaient une disposition nerveuse et son teint grisâtre, un tabagisme invétéré. Ses sœurs avaient bougonné chaque fois qu'elle avait jeté son manteau sur ses épaules frêles pour sortir fumer une cigarette. Lynn faisait beaucoup plus jeune que les 2 autres. Ses vêtements de plein air, informes et sans vanité, lui donnaient un air d'étudiante perpétuelle que ses cheveux duveteux ramassés en une queue de cheval lâche accentuaient. Derrière d'épaisses lunettes, ses yeux minuscules demeuraient toujours humides, du saphir.
Adam s'est aperçu qu'il ne se souvenait plus de la couleur de ceux de sa sœur. Il a fermé les siens et convoqué le visage de Manu. Il voyait une mèche de cheveux s'échappant sans cesse. Il voyait son air amusé et distant. Mais impossible de se rappeler la couleur de ses iris. Finirait-il par connaître mieux ces 3 étrangères que sa propre famille? Adam a lâché la baisse qu'il façonnait pour les observer. Nathalie festonnait avec son index le rebord d'une tarte prête à congeler. Marie avait le nez dans la vapeur du sucre qui cuisait et Lynn plongeait ses mains gantées de caoutchouc jaune dans l'eau de vaisselle bouillante. Un liquide tiède, onctueux, a parcouru les veines d'Adam, atteignant toutes les ondes de son corps. La sensation était celle d'un médicament faisant effet après des heures de douleur, lorsqu'on comprend avec un soulagement terrible que le supplice a une fin et que ce n'est pas cette fois qu'on mourra. Dans cette cuisine mal meublée, parée de luminaires qu'on trouve en solde dans les quincailleries de grande surface et décorée de reproductions de scènes champêtres génériques, Adam a senti entre ces 3 femmes la manifestation des liens les plus purs qui soient. C'était ceux de la famille et c'était au-delà de la famille. C'était l'amour. Et l'amour trouvait sa puissance sous de multiples formes. Ça, Adam le savait et il aimait Marion. Il ne désirait pas les sœurs Soué, du moins pas de la manière dont on l'entend. Il n'avait pas envie de coucher avec elles. Il désirait se tenir près d'elles. À leur contact, il devenait calme et participant. Voilà, c'était cela. Ces femmes, et avec elles leurs frères et leurs pères, avaient le pouvoir de lui rendre la vie. Et dès qu'il s'éloignait d'eux, tout redevenait froid et étouffant. En leur compagnie, Adam goûtait le miel des choses. Oh, comme il serait doux d'y emmener Marion, d'y emmener aussi Félix et surtout Adèle. Ce serait merveilleux de s'immerger ensemble dans l'apaisement. Alors il saurait qu'il est revenu à la vie et il cesserait de s'inquiéter et il partagerait avec eux le secret du bonheur qui réside dans une tarte et des tâches simples. « Faut que tu la roules, ta pâte, sinon elle va réchauffer, mon grand », a dit Nathalie, qui attendait près de lui pour continuer. Adam s'est attaqué à la boule lisse sans traîner. Comme Nathalie l'avait prédit, la pâte avait réchauffé. Elle s'écrasait sans peine sous le rouleau et se montrait souple, élastique. Elle serait sans doute moins feuilletée après la cuisson. Et elle collait un peu au rouleau. Bientôt, Marie interviendrait pour qu'il farine davantage son plan de travail et Lynn l'accuserait de dormir au gaz. Adam se régalerait de leur réprimande. Merci, Fanny. Là, on est à quelques jours au moment où on se parle de la parution de ce 2e roman, Faire les sucres. Tu viens de nous en faire un extrait, la lecture d'un extrait. Comment tu te sens, là? J'ai l'impression de m'être déshabillée. Oui, on lit beaucoup à voix haute quand on fait de la révision du livre. Donc, je l'ai lu beaucoup à voix haute, mais vraiment toute seule dans mon bureau. C'est resté très, très intime jusqu'à maintenant. Ça a été lu donc par mon éditrice, par la petite équipe formidable du Cheval Doux et par mon chum et par toi maintenant. Ouais. Et c'est tout. Fait que c'est très... ça fait 2 ans que je suis immergée dans ces personnages-là, dans ces lieux-là. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un long voyage, mais vraiment seule. Donc, je sais pas, je me sens... j'ai hâte, puis j'ai peur en même temps. C'est une question ingrate que je vais te poser, mais ça raconte quoi, Faire les sucres? Je vais t'aider si jamais. Là. Ben oui, c'est vrai, il faut que je me pratique, il faut que j'apprenne à résumer les choses que j'écris. C'est toujours difficile avec moi parce que c'est toujours moins axé sur l'action que sur, mettons, le voyage intérieur des personnages. Mais on pourrait dire que c'est l'histoire d'une fissure dans l'existence de... Ça part d'un couple. C'est un roman qui alterne entre 2 narrateurs, Adam, donc on a accompagné dans ce chapitre-là, et Marion, qui est sa compagne, qui, suite à un accident assez banal, sans grandes conséquences pour eux, développe une sorte de crise personnelle qui devient aussi une crise familiale, parce qu'ils ont l'impression que Adam a frôlé la mort. Or, il n'a pas frôlé la mort, mais moi, j'aimais l'idée d'explorer à quel point souvent, quand on est privilégié, on a tendance à exagérer nos malheurs ou en tout cas à les percevoir comme immenses, alors que souvent les gens qui ont beaucoup moins de privilèges dans leur vie ont tendance à voir les épreuves avec beaucoup plus d'aplomb ou en tout cas de relativité. J'avais envie de m'amuser avec ça. J'ai un regard assez ironique sur ça, sur l'ensemble de nos privilèges. Et j'avais envie d'aborder ces questions-là, mais donc sous la forme d'une année
suite à ce fameux accident banal dans leur vie, où Adam va partir à la recherche de son authenticité. Mettons, je le mets en gros guillemets parce que c'est comme la face galvaudée là, de l'authenticité. Je pense qu'il se fait comme... C'est comme hashtag authenticité. C'est ça qu'il veut atteindre. Et pour ce faire, il s'achète une érablière. Il décide qu'il va devenir acériculteur. Lui, c'est un chef vedette qui anime une émission de cuisine. Un genre de Ricardo-ish. Un slash Ricardo, peut-être pas aussi empire là, que Ricardo, mais pas loin. Il y a des produits dérivés quand même. Il y a quand même des produits dérivés. Il y a une émission, il y a beaucoup d'argent aussi. Il y a des restos, il y a plusieurs restaurants. C'est un nom que les gens connaissent. Et donc, il décide de se lancer dans l'érable, mais avec cette espèce de volonté de retourner à la terre. Et c'est sincère de sa part. Moi, je m'amuse avec ça, mais c'est une vraie crise qu'il traverse. Et au contact de la famille qui lui vend l'érablière, mais continue de travailler avec lui à exploiter l'érablière, la cabane à sucre, les Sweets, donc c'est leur nom de famille. Il devient comme un peu amoureux de ce qu'il considère comme les vrais gens. Puis il devient comme... à leur contact, il a l'impression de revivre, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il les vampirise aussi. C'est qu'il les draine quelque part de leurs ressources. Ils se laisseront pas faire, mais je veux dire, puis c'est pas conscient non plus. Pour lui, c'est vraiment une quête d'authenticité. Et pendant ce temps-là, Marion, qui est sa blonde, qui est une dentiste, très gentille, très bienveillante avec tout le monde, qui a toute bâti son identité justement sur sa gentillesse, sur le fait qu'elle est serviable, qu'elle est généreuse, qu'elle pense toujours aux autres, va aussi se fissurer, comme si dans cet accident-là, elle voyait tout à coup une faille chez son chum. Cette espèce d'égocentrisme va un peu lui sauter au visage. Cela dit, elle va se comporter d'une manière très égocentrique en retour, en réponse à ça. Et donc, va tester sa propre mesquinerie, son propre désintérêt envers les autres, ses propres pulsions, va vraiment aller vers ses pulsions. Donc, les deux vont prendre des chemins très opposés pendant cette année-là. Et en parallèle, on va aussi suivre la seule personne qui va avoir vraiment vécu des impacts de cet accident-là, qui est une jeune femme qui vit à Cape Cod, où s'est passé l'accident. Donc, ça va être... le personnage de Célia va venir ponctuer le reste du récit. C'est pas un résumé, là, que non, mais c'est super... Ça s'est très bien passé, je trouve. Mais là, tu me parles de la forme. Je veux qu'on discute de la forme. Oui. Parce que je te cite quand même, tu as déjà dit que la forme parle toujours du fond. Oui. Là, c'est une forme chorale, un roman choral. Pourquoi cette forme-là? Bien, parce que je pense que notre identité est tellement liée à nos contacts avec les autres. Puis c'est aussi de ça que parle le livre, de comment on exploite ce que les autres ont à donner, ou soit on absorbe ce que les autres nous renvoient. Et donc, j'avais vraiment besoin que le roman soit beaucoup tissé sur les rencontres que les personnages font. Donc, il va y avoir un chapitre complet de Marion qui interagit avec un plombier qui vient réparer une fuite, chez le locataire en haut de sa clinique. On va avoir beaucoup de... Là, il y a Adam, ses interactions avec la famille Sweet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent de nos motivations, de la nature même d'un personnage à travers ces rencontres. Donc, je voulais qu'il y ait une mosaïque de personnages, que ça foisonne, parce que ça révèle plein d'indices aussi sur l'époque. Puis aussi, on aurait travaillé ça beaucoup en révision parce que c'était comme peut-être un petit peu trop un fouillis, mais les phrases au début étaient super, super longues. J'avais beaucoup, beaucoup de subordonnés. À un moment donné, c'était comme calme-toi, Proust, là. C'était un petit peu trop. Puis les filles en révision ont fait on va mettre un point ici, là. Après, on va mettre une majuscule, on repart, là, on recommence. Mais on a quand même gardé. Pour moi, c'était important d'avoir un flow qui est proche du stream of consciousness. J'avais besoin que les personnages partent dans leurs souvenirs en plein milieu d'une conversation très anodine, parce que je trouve que ça révèle énormément. Puis c'est
c'est la grande joie du roman. Je peux beaucoup moins faire ça au théâtre où je travaille beaucoup le non-dit, puis où il faut faire confiance que les gens vont deviner ce qui se passe derrière le non-dit. Mais en roman, je peux comme vraiment me payer la traite sur l'intériorité des personnages. Puis ce que j'aime faire, c'est les faire partir dans leurs pensées. Bien, c'est ta grande force, l'intériorité des personnages, on va se le dire. C'est pour ça qu'on, même s'ils sont détestables, parfois... entre autres dans Faire les sucres. Oui. Est-ce que ça fait naître en toi une crainte que les gens les trouvent trop antipathiques et qu'on finisse par ne jamais s'attacher à ces personnages-là? Oui, c'est la grande crainte et le défi de ce livre-là. Pour moi, c'est important qu'ils soient un peu détestables parce que c'est des gens qui sont très entitled, comme on dit en anglais. C'est vraiment des gens qui sont dans un grand confort puis qui s'imaginent aussi qu'ils ont mérité leur confort parce qu'ils ont travaillé fort, parce qu'ils sont des bonnes personnes. C'est tout ce discours-là du grand privilège. On va se le dire que c'est pas très attachant. Non, c'est sûr. que cette posture-là dans la vie. Puis c'est important pour moi qu'ils soient pas des héros dans le sens traditionnel, de montrer ces failles-là chez eux. Puis à la fois, mon objectif, c'était qu'au final, on ait beaucoup de misère à se dissocier complètement d'eux. Ouais. Puis pour ça, il fallait, comme tu me disais tantôt, que je les aborde sans jugement, avec le plus de franchise possible. Donc, il a fallu que j'aille fouiller dans mes propres privilèges, mes propres angles morts, mes propres entitlements à moi, puis que j'essaie de les présenter de la manière la plus honnête possible, tout en ayant de l'amour pour eux. Puis de la compassion pour leur douleur, parce que c'est des personnages qui souffrent, puis il ne faut pas hiérarchiser la douleur, même si on a tous le droit d'avoir nos opinions sur ce qui constitue un vrai drame. Mais j'avais envie de laisser ça aux gens aussi, puis de finalement juste présenter cette idée que exister, c'est souffrir, là, puis que les remparts qu'on se crée liés au confort ou à la réussite ou au succès, à l'argent, beaucoup, bien, c'est des analgésiques de courte durée, disons. Tu m'as déjà cité Martha Wainwright en disant « Ain't it hard just to live, just to live ». J'ai failli le mettre en exergue, hein, puis finalement, après, j'ai trouvé la citation de Virginie Despentes, puis j'avais déjà celle de Mad Men que je voulais vraiment mettre en exergue du roman depuis le début, qui est le personnage de Peggy qui dit à Don Draper « You have everything and so much of it ». Puis je trouvais que ça résumait bien le problème du privilège, en fait. Mais après, j'ai trouvé la citation de Virginie Despentes qui est « Je me préfère... » Je m'aime bien comme ça, plus désirante que désirable. Puis je trouvais que ça résumait beaucoup la position de Marion dans le roman. Mais ça fait partie de mes citations dans mon cahier de travail. Ain't it hard just to live, just to live. Il y a autre chose qui me sautait aux yeux en le lisant. Puis les gens qui connaissent ton œuvre vont dénoter quelques ingrédients dans le roman. Il y a le sucre et la chorale. Et même la chorale dans un récital de Noël. Pourquoi le sucre? Et l'érable. Oui. Ben, alors, c'est comme un amalgame d'idées qui sont arrivées en même temps. J'aimais l'idée, le symbole du sucre comme récompense, cette chose qu'on s'offre, qu'on se permet de prendre uniquement parce que ça fait du bien. Ça n'a aucune autre valeur que procurer du plaisir. Puis ça, je trouve que ça évoque quand même, ça illustre un peu notre rapport à la consommation, cette idée-là du sucre. Puis en même temps, quand je me suis mise à en apprendre un peu sur la sériculture, j'ai eu l'immense chance d'avoir une petite cousine qui est pâtissière et acéricultrice, qui est extraordinaire, qui est comme une rockstar du sirop d'érable. Puis elle m'a fait visiter toutes ses installations, puis elle m'a expliqué plein d'affaires. Puis l'espèce de violence qui est liée à... que je fais dire à Sylvain Sweet dans le livre, la violence avec laquelle on entaille les arbres et qui font sortir la sève. La métaphore amoureuse là-dedans. Puis tu sais, qu'il faut blesser l'arbre, mais il s'agit de bien le blesser, puis de pas le blesser trop de fois. Puis là, la sève couche, j'étais comme... Tu sais, ça explosait dans ma tête de pertinence dramatique, dramaturgique.
Fait que je suis comme allée là-dedans. Puis, faut dire aussi que toute la trame narrative de Marion est nourrie par ma propre enfance, parce que moi, mon père est dentiste, il est retraité maintenant, mais cette idée de réparer les effets du sucre aussi, d'aller creuser, que finalement, cette chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, nous détruit, nous gruge, nous ronge, puis qu'après ça, il faut aller comme excaver des cochonneries, les faire sortir, les remplir avec du métal. Ça m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite, le processus de réparer des dents. Tu sais, c'est comme dégueu en même temps, mais essentiel. Fait que ça faisait longtemps que je voulais créer un personnage de dentiste. Mais non, un dentiste qui, somme toute, finit par être attachante, Marion. Oui. C'est quand même un exploit. Non, c'est pas vrai. J'espère que ma dentiste n'écoute pas en ce moment. Oui, puis mon père est très gentil aussi. Là. Non, mais souvent, ils sont très sociables, les dentistes. Sont souvent, ils compensent le côté tellement désagréable de ce métier, d'aller chez le dentiste, avec de la gentillesse, justement, pour que ce soit pas trop désagréable. La gentillesse et de la radio commerciale, avec des bons vieux hits. Je te cite le grand-père de Célia dans Faire les sucres. Il y a une affirmation assez importante. Le conflit attire le conflit. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que c'est un... je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est un peu une névrose que j'ai, en fait. Parce que je suis pas sûre que ça veut dire qu'il faut éviter le conflit, en fait. Je pense que cette idée que le conflit attire le conflit nous fait nous détourner du conflit, et c'est pas nécessairement là qu'on trouve la vraie réconciliation ou la vraie rédemption dans l'absence de conflit. Là. En m'en venant, j'écoutais un podcast qui parlait des fondamentalistes mormons en Utah, puis il disait que le mantra de la communauté à Short Creek, c'était « Keep sweet ». Je trouvais ça frappant, d'ailleurs, que le mot soit « sweet ». Puis c'était « Keep sweet », c'était une injonction. Il faut toujours être gentil, il faut toujours être de bonne humeur, il faut toujours être heureux, il ne faut jamais laisser montrer aucune émotion négative, aucune émotion forte, même positive. Puis je pense pas que c'est comme ça qu'on s'épanouit. T'sais. Puis je pense pas non plus que c'est comme ça qu'on atteint l'égalité puis la justice. Ça a l'air anachronique un peu en 2020 de dire ça, keep sweet. Écoute. Parlant de confrontation et des liens entre les personnages, les cabarets qu'on fait en ce moment ont quand même un intérêt par rapport aux liens amicaux, aux liens forts qu'on essaie de tisser. Et c'est drôle parce que dans Faire les sucres, il y a comme une absence de liens significatifs. Qu'est-ce que l'amitié ou ces relations fondamentales ou authentiques auraient pu changer dans la vie de Adam et Marion, disons? Je pense plein de choses, parce que c'est drôle, parce que je me suis demandé ça, comment leur vie aurait pu être différente, ou comment on fait alors quand quand l'injonction sociale, c'est de s'enrichir, puis de créer un noyau, une bulle familiale, puis que, une femme, ça serait mieux qu'elle ait des enfants, sinon elle ne sera pas épanouie, puis ça serait mieux qu'on soit en couple, sinon on va quand même passer à côté de la vraie affaire, etc. Là, toutes ces injonctions-là me semblent souvent... peut-être pas factice, parce que, je veux dire, moi, je trouve un grand sens dans, mettons, la vie de couple que je mène, tout ça, mais je veux dire, je pense qu'on prend pas l'affaire par le bon bout. Puis je pense que ce que l'amitié a d'extraordinaire, c'est que c'est pas capitaliste. On capitalise pas avec nos vraies amitiés. C'est pas, il n'y a pas d'ambition liée à l'amitié. C'est juste d'être ensemble. C'est juste de se comprendre, de s'accepter. Il n'y a pas d'expansion avec... Il y a moins de performance. Je veux dire, il y en a, puis on est pris avec ça, particulièrement à notre époque, avec la performance de la complicité, puis du groupe, puis d'avoir du fun, puis tout ça. Mais dans les vrais liens d'amitié, il n'y a pas comme « Ah, puis là, il faut qu'on passe au next level de notre amitié, puis là, il faudrait qu'on s'achète telle affaire ensemble pour prouver que notre amitié s'approfondit, puis qu'on est la réussite de... » Tu sais, il y a quelque chose de libéré de ça dans l'amitié, puis je pense que si Adam et Marion avaient... Tu sais, c'est pas qu'ils n'ont pas d'amis, c'est qu'ils savent pas vraiment comment être en contact avec les autres sans le progrès ou l'expansion. Ils savent pas comment ressentir leur vie en dehors de la logique du progrès ou de la réussite sociale. Tu sais.
Je pourrais t'en parler pendant des heures, Fanny, mais c'est pas mal tout le temps qu'on a. Je vais quand même inviter tout le monde à lire Faire les sucres, ton deuxième roman qui est publié au Cheval Doux. Merci beaucoup d'être venu nous voir à Gatineau aujourd'hui. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de se parler. Merci. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site du Salon du livre de l'Outaouais, sur transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.